Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, un an de présidence Biden et après. Nous vous accueillons dans la salle, on va encore attendre l'ensemble des participants quelques instants et nous commencerons à échanger sur ce sujet passionnant. Quelques minutes encore, le temps d'accueillir nos amis qui entrent dans notre réseau. Je vous propose que nous commencions cet échange pour ce webinaire de la Fondation pour la prospective et l'innovation sur le thème « Un an de présidence Biden et après ». Nous sommes très heureux, toute l'équipe de la Fondation, de vous accueillir pour cette réflexion qui s'inscrit dans le cadre d'un travail que nous avons engagé dès l'élection de Joe Biden pour faire un suivi de cette première année de présidence du président américain. Et donc, nous organisons aujourd'hui un webinaire, mais nous en avons déjà organisé 5 sous la direction de Serge Degallet, qui est ici et qui va intervenir tout à l'heure. Les premières actions diplomatiques de Joe Biden, vue d'Europe, c'était notre premier débat. Le second, c'était la politique intérieure et l'économie internationale, les marges de manœuvre de Joe Biden. Le troisième, c'était la rivalité monétaire entre le dollar, l'euro et le yuan, la guerre des monnaies. Quatrième webinaire, Chine, États-Unis, l'entente est-elle possible? Et cinquièmement, les États-Unis et l'aide internationale, la question géopolitique et notamment la question de l'Afrique. Vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sur notre site Fondation Prospective et Innovation, ces différents webinaires. Nous avons aujourd'hui un panel de grande qualité pour débattre de ce bilan et aussi des perspectives de cette première année Biden. Et je voudrais, en votre nom à tous, remercier nos participants en les saluant. Je voudrais d'abord accueillir Clémence Landers, qui a déjà participé à certains de nos travaux. Elle est Police Fellow au Center for Global Development et elle a une compétence forte, naturellement, puisqu'elle est américaine, des États-Unis, de la politique intérieure, mais elle a aussi cette culture française qui lui permet d'être médiatrice, quelque part, un peu dans ses réflexions. Nous avons également sur ce plateau le professeur Hall Gartner, qui nous fait le grand honneur d'être présent. Il est professeur à l'American University of Paris. Il a été un grand auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la diplomatie américaine et sur les stratégies des États-Unis dans le monde, mais il a publié prochainement avec la Fondation un ouvrage sur une nouvelle stratégie atlantique alternative, stratégie nouvelle pour les États-Unis aujourd'hui et pour que l'Atlantique et le multilatéralisme se réinventent quelque peu, un livre qui sort dans le mois prochain et qui va apporter un ensemble de réflexions nouvelles sur les relations internationales et la gouvernance mondiale qu'il faut donc en grande partie repenser. Et puis nous accueillons Olivier Piton, qui est avocat au barreau de Paris, mais aussi au barreau de Washington. Il est actuellement en Virginie. Il est conseiller pour les Français de l'étranger et il vit aux États-Unis. Voilà notre panel de grande qualité. Je vous propose que nous puissions les écouter, puis vous poserez vos questions. Comme à l'habitude, vous avez un signal sur votre écran, un QR pour les questions et réponses, et l'ambassadeur Serge Degallet fera la synthèse de ces différentes interventions et portera votre voix dans la dernière demi-heure de nos échanges. Vous pouvez suivre ce webinaire en français, en anglais. Je vous recommande de choisir une fois pour toutes parce que ce n'est pas commode de passer, de muter de l'un à l'autre. Vous risquez d'avoir des difficultés, mais vous pouvez avoir accès aux deux langues. Alors, lançons les débats. Je vais laisser d'abord la parole à Clémence Landers pour qu'on parle d'abord de politique intérieure et de voir un peu quelle est la situation, comment aujourd'hui se trouve la situation économique. On sait que l'inflation est très forte, plus forte qu'elle fut pendant 40 ans, mais aussi avec une situation de l'emploi qui est plutôt
positive. On voit bien que les choses sont difficilement gouvernables, comme dans d'autres démocraties aujourd'hui, et on voit que cette démocratie américaine est l'objet de toutes les attentions du monde, parce que finalement, elle nous avait donné une belle leçon pour les élections présidentielles dernières, puisque c'est par la participation électorale que les Américains ont permis à Joe Biden d'être élu. M. Trump faisant une belle performance de 70 millions de voix, je crois, à 74 millions de voix, ce qui est toujours un rêve pour un homme politique d'avoir plus de voix à la sortie qu'à l'entrée. Mais il se trouve que la participation électorale a bondi pour atteindre les 80 millions d'électeurs pour Joe Biden et donc le faire élire. C'est très important et c'est quand même une sorte de vitalité de la démocratie américaine, puisque souvent, en Europe notamment, quand les gens sont inquiets ou quand ils sont mécontents, ils ont plutôt tendance à s'abstenir, ce qui naturellement fragilise même la démocratie. Et donc, nous avions pour la démocratie américaine, et nous avons toujours pour la démocratie américaine, les yeux de Chimène. Quelle est aujourd'hui la situation, Clémence? Comment voyez-vous les choses et comment, sur le plan économique, sur le plan de la violence, sur le plan social, se présente la situation américaine aujourd'hui? Nous commençons avec vous et la politique intérieure, et ensuite on parlera avec Paul Gardner de la politique étrangère. Vous avez la parole. Je vous remercie, Clémence. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci pour l'invitation de participer sur ce sujet si important. Et je vais m'exprimer en français. Je réside à Washington, mais je n'ai pas beaucoup l'occasion de parler français, donc je vais en profiter aujourd'hui. Alors, juste pour un peu rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais commencer tout simplement par constater que cette première année de la présidence Biden fut vraiment une année en dents de scie pour cette administration. En dents de scie, pourquoi? Surtout parce que son succès est si fortement lié à la maîtrise de la crise sanitaire face à un virus qui, dès qu'il semble vaincu, revient en boomerang. Et car son succès repose sur une majorité démocrate ultra fine au Congrès, face à un parti républicain surtout motivé par l'obstruction, dans un pays qui est, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, profondément divisé. En somme, on voit une administration Biden qui vraiment est à la merci d'un fragile équilibre pour pouvoir passer à son programme législatif. Et dès ses débuts, cette présidence de Biden représente pour beaucoup d'Américains un retour à la normale dans un pays chaviré par 4 ans de Donald Trump et qui semble prêt à éclater sous le poids de multiples crises. Alors bien évidemment, on a la crise sanitaire, mais également on a une crise démocratique profonde, mise en exergue pour le monde entier par les événements du 6 janvier 2021. Et puis finalement, on a aussi cette grande crise des inégalités économiques et raciales qui hante l'Amérique depuis sa naissance, mais que Donald Trump a beaucoup cherché et réussi à enflammer durant sa présidence. Biden et l'arrivée de Biden, pour beaucoup d'Américains, c'est une promesse de retour à la normale, de retour à la compétence dans des mains familières, à une administration qui pourra vraiment restituer une normalité ou un sentiment de normalité après vraiment 4 ans alarmantes et chaotiques. Et il faut aussi dire que, oui, Biden a été porté à la victoire par un taux de participation record, mais cette victoire, c'est aussi une coalition assez improbable de républicains anti-Trump et de démocrates. Mais c'est surtout un électorat américain démocrate très mobilisé, investi et organisé de façon presque inédite dans le pays. Elle s'est organisée durant la présidence de Trump, ce qui a permis aux démocrates de remporter les élections midterm de 2018. Et cette mobilisation a continué à la perdurer et elle a été décisive pour Biden. Mais cette mobilisation démocrate a aussi beaucoup changé le Parti démocrate. Alors Biden hérite d'un nouveau Parti démocrate avec une nouvelle vision pour le pays. Et cette forte mobilisation citoyenne, je pense, qui a beaucoup changé ce Parti démocrate qui est beaucoup plus confiante dans ses convictions, mais beaucoup plus ancré vers la gauche, même si, il faut le constater, la gauche américaine reste quand même plus conservatrice que la gauche dans la plupart des pays européens ou en France.
Et l'équipe de Biden est elle-même très imprégnée par cette nouvelle vision progressiste, même si Biden dans le temps, a incarné un peu l'aile modérée du Parti démocrate. Maintenant, un Biden qui gouverne, c'est un Biden qui est un peu plus en ligne avec la vision d'un Bernie Sanders ou d'une Elizabeth Warren, les deux géants intellectuels du mouvement progressiste américain actuel, beaucoup plus en ligne avec ces deux-là qu'un Bill Clinton ou même d'un Obama, où on voit un peu plus de rupture. Et dès ses débuts, l'administration Biden invite des comparaisons avec sa vision, avec la vision du New Deal de Franklin Roosevelt ou de la Great Society de Lyndon Johnson, ces deux présidents qui ont été vraiment les architectes du système social américain. L'ambition de Biden est très claire, c'est d'être dans cette lignée-là. D'ailleurs, il fait installer un tableau de Franklin Roosevelt dans le Oval Office. Le choix des tableaux des présidents sont toujours très symboliques. Et cette administration commence vraiment avec le vent en poupe. Biden commence avec une cote de popularité aux alentours de 60%, ce qui est énormissime aujourd'hui dans nos démocraties. Et ces 60% lui confèrent vraiment un capital politique assez conséquent, même s'il n'a pas gagné les élections présidentielles avec la marge espérée par beaucoup de démocrates. Alors, comment se concrétise ces 60% et ce capital politique? En mars de l'année dernière, le Congrès américain passe le plan de sauvetage de Biden à 1,9 trillion de dollars. C'est une somme absolument record. Et ce plan de sauvetage si ambitieux représente aussi un peu une réponse idéologique au plan de sauvetage d'Obama de 2009, qui a été critiqué par la suite par surtout les économistes keynésiens au sein du Parti démocrate pour un plan de relance trop timide, trop petit, qui aurait atténué la longueur de la récession économique de 2009-2010. Pour l'équipe de Biden, au contraire, le risque, c'est de faire trop peu, de ne pas être suffisamment ambitieux. Et en même temps, au niveau de la crise sanitaire, la nouvelle administration aussi semble très vite victorieuse. Et cela contribue vraiment à créer cette image, à sceller cette image de Biden, d'une administration archi-compétente et experte. Et en même temps, la vie normale, entre guillemets, américaine reprend. L'administration bénéficie aussi, il faut l'avouer, de l'opération surnommée Warp Speed de Donald Trump. C'était un investissement massif dans la vaccination. Et au début du printemps 2021, les vaccins sont amplement disponibles pour les Américains et bien vite, l'offre excède la demande. Dans son discours du 4 juillet, ce qui est la journée de la fête nationale américaine, Biden déclare que l'Amérique est en passe de s'affranchir du virus. Mais c'est vraiment l'été dernier, l'été 2021, où la donne commence à basculer pour Biden avec l'arrivée du variant Delta, qui vraiment enraye cette victoire prématurément annoncée sur le Covid. Et Delta est vraiment exacerbée, la gravité de Delta est vraiment exacerbée par le refus d'une grande partie des Américains de se faire vacciner. Une grande tendance anti-vax arrive aux États-Unis, bien plus effrayante que ce qu'on voit en France, où je pense en France, 90% de la population est vaccinée. L'été dernier, aux États-Unis, on était plus aux alentours de 60% de la population. Et le Parti républicain lui-même renforce cette tendance anti-vax, avec un parti républicain qui est vraiment très mobilisé contre les mandats de vaccination. Et même certains hommes et pas femmes politiques républicains sont tout court contre la vaccination. Et en même temps, le climat politique aux États-Unis reste très fragile et empêche l'administration d'aller plus loin avec les mandats de vaccination, par exemple. J'étais récemment en France et je pensais l'équivalent du pass sanitaire français serait politiquement impossible à implémenter au pays. Les répercussions sur la stabilité sociale seraient, je pense, énormes. Donc Delta arrive et en même temps, fin de l'été, on a le désastreux retrait de l'Afghanistan à la fin de l'été. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais ça change vraiment la donne pour l'administration aux yeux des Américains. Et la cote de popularité de Biden vraiment commence début de sa chute libre.
Et juste ouvrir une parenthèse, et je sais qu'on va parler de politique étrangère plus tard, donc je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais il faut constater que l'arrivée de Delta est une partie aussi une défaite de la politique étrangère américaine. Et d'une part, l'étonnante timidité de la nouvelle administration a joué un rôle de leadership international au niveau de la distribution du vaccin. Les États-Unis, on le sait, sont parmi les plus grands bailleurs de santé, surtout en Afrique, mais ils se sont vraiment montrés assez réticents à implémenter une ambitieuse politique de redistribution du vaccin dans les pays les plus pauvres, et ce qui est essentiel finalement pour vraiment maîtriser le Covid au niveau international. Bon, je ferme la parenthèse sur l'international, juste pour dire que, et vraiment réaccentuer le fait que ce retour du Delta, le retrait de l'Afghanistan en catastrophe, ont vraiment pour effet d'installer à nouveau un vrai malaise au sein de la société américaine, mais aussi de changer la perception des Américains, à tort ou à raison, dans la compétence de l'administration. Et cette compétence qui était si importante pour la légitimité de Biden. Eh bien, et comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, ce sentiment de malaise est vraiment renforcé par l'inflation qui retourne, qui rôde autour des 7%. Beaucoup des discours aux États-Unis disent que ce taux d'inflation est directement lié à ce programme initial surambitieux de Biden de passer un plan de relance à 1,9 trillion de dollars. Et le résultat, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la cote de popularité de Biden chute aux alentours de 40%, similaire aux cotes de popularité finalement de Donald Trump. Et en même temps, Biden a un programme législatif très ambitieux. On a 2 grands projets de loi et de dépenses avec le plan de sauvetage en mars, mais on a aussi un plan d'investissement en infrastructure et un plan d'investissement social nommé Build Back Better, avec une étiquette totale qui dépasse les 3 trillions de dollars. Mais comme je le disais tout à l'heure, la marge législative de Biden est minuscule. Le Sénat est à 50-50% avec Kamala Harris qui préside le Sénat et a souvent un vote décisif. Et la majorité démocrate est également très fine dans la Chambre des représentants avec 222 voix contre 212 voix. L'administration ne peut rarement compter sur les voix républicains et le président a donc besoin d'une unanimité des démocrates pour passer ses projets de loi. Au niveau du Sénat, 2 sénateurs un peu électrons libres lui mènent la vie dure. Mais au niveau de la Chambre des représentants, il faut quand même remarquer que le Parti démocrate bénéficie d'une discipline assez rare sous le leadership exceptionnel de Nancy Pelosi. Donc, je sais que beaucoup d'encre a été versée sur la crise au sein du Parti démocrate, mais je pense que c'est une exagération. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout un problème de majorité trop fine, dans un système de gouvernance lui-même en crise. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui ? Après des mois de négociations, l'administration est quand même parvenue à passer son projet d'infrastructure à 1,2 trillion de dollars. Et ce plan a même bénéficié de quelques votes républicains. Mais son énorme projet phare de plan d'investissement social n'est toujours pas passé. Et récemment, l'administration a aussi essayé de passer une énorme réforme du régime de vote populaire aux États-Unis, qui lui-même est également en danger et n'est pas passé par le Sénat la semaine dernière. Alors, que vous dire de la prochaine année ? Cette année électorale avec les midterms, cette année si cruciale pour pouvoir maintenir le Sénat et la Chambre des représentants qui sont tous les 2 en jeu. Dans un certain sens, cette année est quasiment existentielle pour Biden. La composition du Congrès déterminera le futur de sa présidence et sa capacité à gouverner, à passer des lois. Sans maintenir une majorité, c'est vraiment improbable que Biden puisse continuer à réformer, à passer les réformes nécessaires. Et pour l'instant, les indications ne sont pas bonnes pour l'administration, avec une perte de la Chambre des représentants qui semble de plus en plus probable. Et le Sénat est également très compétitif. Mais si on met un peu les sondages de côté, en réalité, beaucoup va dépendre du virus. Si les ravages qu'inflige actuellement Omicron se dissipent, l'extrême malaise actuel
pourrait aussi passer et la donne politique pourrait vraiment changer. Et je fais ces réflexions surtout basées sur un constat sur l'économie actuelle américaine qui semble très forte, avec un taux de croissance en 2022 prévu aux alentours de 3,7% cette année contre 5,7% cette année, et un taux de chômage bien en dessous des 4%. Si l'inflation se trouve temporaire et liée au problème de court terme de chaîne d'approvisionnement face à un niveau de demande tout à fait extraordinaire, l'inflation pourrait être maîtrisée au milieu de l'année. Et la maîtrise du virus et accessoirement de l'inflation pourrait profondément changer le sentiment public et vraiment donner raison aux politiques de cette administration. Donc, je vais conclure sur ces paroles et cette perspective un peu plus optimiste, mais ravie de répondre aux questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Clémence, et notamment merci d'avoir été dans le temps parfaitement, à la fois dense, mais en même temps restant dans le temps. Juste une petite question, en quelques mots, Kamala Harris, est-ce qu'elle a trouvé une existence politique? Est-ce qu'elle a finalement, comme elle était un peu au départ, programmée pour un avenir brillant? Je pense que c'est trop tôt pour juger, mais pour l'instant, elle a toujours pas fait ses preuves et elle va devoir elle-même avancer une politique qui change un peu la donne. Je pense que l'échec du voting rights la semaine dernière, c'est vraiment surtout une grande claque pour elle, malheureusement. Donc, il n'y a plus d'état de grâce, quoi, disons. Bien, eh bien, merci beaucoup, Clémence. Alors, avec Hall Gardner, nous allons voir les relations internationales qui sont particulièrement tendues, puisque aussi bien avec la Russie qu'avec la Chine, mais aussi globalement sur la gouvernance mondiale, il y a beaucoup de difficultés. On voit qu'au fond, la crainte du retour de Donald Trump occupe toujours l'espace politique et donc fragilise de ce point de vue-là aussi quelque peu Biden. Et on voit qu'il y a une stratégie internationale qui est globalement assez offensive, alors que Kissinger nous avait appris qu'en général, quand les États-Unis étaient en friction avec la Russie, ils étaient apaisés avec la Chine, ou quand ils étaient en friction avec la Chine, ils étaient apaisés avec la Russie. Là, on voit simultanément ces deux dossiers apparaître de manière préoccupante, et notamment pour la situation de l'Europe. Il y a là aujourd'hui de grandes inquiétudes. Et donc, on aimerait bien avoir de ce point de vue-là la vision de Hall sur cette stratégie internationale et l'évolution de la gouvernance mondiale dans cette première année de Joe Biden. Hall Gardner, s'il vous plaît, c'est à vous. Thank you very much, Prime Minister. I greatly appreciate the fact that your FBI will be producing my book in the next month. This book really covers the issues that you've just talked about, the possibility that the United States' foreign policy is pushing Russia, China, and Iran closer together rather than finding ways to work with each one. And this will be a theme of my discussion today, as well as the book that will come next month. I want to go back all the way to the Iraq War, when the Prime Minister himself argued in February 2003 at the French National Assembly, a few weeks before the United States intervened in Iraq in March. And what he said, I think, was just as relevant today as it was back then. Prime Minister Raffarin said, multilateralism, which is synonymous with collective responsibility, is a moral necessity for democracies, but it is also a political necessity for the coherence and organization of international action. That was a statement he made before the Iraq War. And now I think we are in the same and even greater crises when we confront Iran, confronting China, Taiwan, confronting Russia and Ukraine. Once again, in the contemporary geopolitical crisis, it is a moral and political necessity to engage in a truly concerted multilateral strategy to deal with these conflicts
Iran, China, Taiwan, Russia, Ukraine, and many other conflicts that could potentially destabilize their regions, respective regions, just as the US-led war in Iraq, whose devastating long-term impact has destabilized both Iraq and the wider Middle East. It is time now for a truly multilateral approach, and we must not fail in this multilateral approach if we are to prevent the real prospects of major power war. Despite his promises of multilateralism and relentless diplomacy, Biden has followed through with a number of Trump's unilateralist foreign policies. He's followed through with the same peace through strength doctrine I will talk about. He's followed the Abraham Accords with Israel and the United Arab Emirates. He's also launched the US, UK, Australian nuclear submarine deal, which was aimed at countering China's quest for regional hegemony by military means. It is an act of unilateralism as the US pressed Australia to reject the French non-nuclear diesel submarine deal. Now, despite these unilateral actions, there are major differences between Trump and Biden. One major difference is that while Trump engaged in threats, pressures, and sanctions by sometimes bullying US allies more than he did US rivals, Biden has sought to co-opt US allies into backing US foreign policy goals. He has promised a compromise on US-European disputes over trade and subsidies, over Boeing versus Airbus, for example. He wants to work through the World Trade Organization, unlike Trump. Biden has also promised to work with the European Union to help develop the new digital economy and green energy infrastructure. Now, at the same time, while he's promised to cooperate with US allies, he will only cooperate with US rivals, Russia, China, Iran, where US interests intersect. Therefore, unlike Trump, he has supported multilateral diplomacy in the difficult effort to reinstate the Iran nuclear accord that had been dumped by Trump. He's also tried to bring Saudi Arabia and Iran into a dialogue and in the establishment of a non-aggression pact, which is far from being achieved, unfortunately. With respect to China, Biden has sought dialogue over mutual environmental concerns while maintaining many of the sanctions that Trump had imposed. In addition, though, he has strengthened US defense supports for Taiwan, and he has more strongly criticized China's human rights abuses than did Trump. With respect to Russia, which I'll speak in more detail, Biden immediately revived the New START Strategic Arms Treaty before it had expired, and he has sought a new treaty that will deal with cyber warfare and cyber criminality. By contrast with Trump, Biden has promised even stronger defense supports for Ukraine and even tougher international sanctions on Russia if Putin once again invades the country after he had annexed Crimea in 2014. And Biden has more strongly backed NATO than did Trump. Key questions remain. Will Biden continue to pursue Trump's peace through strength approach that appears to be pressing Russia, China, and Iran even closer together by tightening US alliances with NATO, Japan, India, and Australia? Or will Biden be able to engage in a truly relentless and multilateral diplomacy that will prove to be flexible enough to achieve global peace and hence also splinter an authoritarian Eurasian axis, a Eurasian alliance? Now, here's where the domestic issue comes. Despite strong divisions between Republicans and Democrats over domestic priorities, there is a general bipartisan consensus that the US needs to engage in a tougher defense and security policy against American authoritarian rivals, Russia, China, Iran, instead of engaging in deconfliction, de-escalation, arms control, arms elimination, in addition to geopolitical and economic compromises. The US Congress is militarizing even more than Biden had proposed. In fact, Biden had initially proposed the
National Defense Authorization Act of 2022, and Congress proposed spending that was higher than Biden's, and Biden's bill was even higher than Trump's. Now, the Congress added more money to the spending bill that Biden wanted, in part because of the announcement that China had tested a new hypersonic weapon. That's not the only reason, but that helped build the consensus to even spend more than Biden had requested. Now, in addition, like most previous defense authorization bills, the final 2022 bill that Congress did pass seeks to restrict executive action with respect to US policies towards China and Taiwan, Russia and Crimea. This makes it potentially more difficult for the president to engage in flexible diplomacy. Congress could also oppose a Biden negotiated Iran nuclear deal that would make assurances, as Iran has demanded, that the US would never again drop out of the Iran nuclear accord once it has signed the agreement, as Trump did. So Biden can have real problems, particularly in the midterm period, if Democrats lose in the midterm elections. Now, while it is argued that Putin's militarization is designed to keep himself in power, this bipartisan congressional militarism is not so differently represents a desperate need to unify a highly divided and polarized American society. The danger points to heightened international tensions involving the threat of war used as a means to sustain both Putin in power and American and social political unity. The concern raised here is that congressional efforts to limit the diplomatic flexibility and strong support for NATO could prevent the full consideration of a range of options, such as the French, German, and European Union rapprochement with Moscow that has been proposed by French President Macron and that is aimed at establishing a new European security order. Such a potential European-Russian rapprochement could lead to the formation of a neutral, decentralized, non-nuclear Ukraine that would in turn negotiate its disputes over the Donbass and Crimea with Russia in the Normandy or another OSCE-backed multilateral format. A truly neutral Ukraine with its disputed borders protected by international peacekeepers under a general OSCE mandate, for example, would be closer to achieving the neutral position that Kiev originally demanded when it declared independence in 1991. This approach has its historical parallel in the multilateral US, Soviet, French, and UK negotiations that led to Austrian neutrality in 1955. And I'm hoping that the Biden administration will take this historical example to heart as he begins to negotiate with Putin and with other actors, the EU as well, in trying to resolve this very dangerous crisis that we're entering into. As President Macron has urged, such a European-led rapprochement with Moscow would require the strengthening of European political unity and defense capabilities. Yet such an approach would also require the backing of the US and NATO in a geopolitical situation in which the refusal to engage in the settlement with Russia over Ukraine is more due to hubris or excessive pride than it is to the perceived Russian threat. The dilemma is that ever since NATO promised membership for Ukraine and Georgia at the 2008 Bucharest summit, and after the US had overruled the French and German position against Ukraine's eventual membership, the US and NATO have been reluctant to make an about face and alter their position. This is true even if Ukraine, as Biden himself just admitted in his press conference, Ukraine is far from being ready to join NATO. And there is no way NATO itself should be put in the provocative position of defending undefined Ukrainian-Russian boundaries and waterways. Now, this backlash has taken place, and it's time for us to reconsider the
the relationship between NATO, the European Union, and Russia. And that's one of the themes of the book that I draw out in great detail. But Biden is being held up by domestic issues as well. Ironically enough, it is Trump, who was previously regarded in the media as being pro-Russia, who is now playing the anti-Russia card by arguing that Biden gave a green light for Putin to invade Ukraine in his recent January press conference. Trump's criticism then led Biden to reiterate his strong warning that any Russian troop movement into Ukraine would be taken as an invasion and would be met with, quote, a severe and coordinated economic response. Even though Trump lost the presidency, Trump and Trumpists have not left the American scene and have been trying to push Biden into taking a harder line, a tougher stance towards Russia, China, and Iran. The danger is that Trump is not only seeking to undermine Biden's leadership, but he and his followers also want to strengthen the power of the executive branch over both the legislative and judicial branches in the form of a new form of American authoritarianism. In addition to accusing Biden of being weak on Russia in the effort to win the US midterms, Trump and the Republicans are already accusing Biden for appearing weak over issues such as Biden's disastrous withdrawal from Afghanistan and the surge of illegal migrant crossings from the Mexican border. Even though the Trump presidency itself is largely responsible for failing to deal effectively with both of these issues. One of the proposals of my forthcoming book published by FPI is that the US and EU not only need to work together through UN-backed contact groups in the effort to prevent regional and major power conflict, but they also need to work together through contact group and multilateral assistance in the effort to stem the tide of migration from unstable and undeveloped countries, including Afghanistan and the Middle East, into Europe, and from Latin America and Asia to the United States. The US and European Union have to come to a common policy to deal with migration, helping each other. Here, the US and EU can implement what I call regional peace and sustainable development communities in cooperation with both Russia and China and the states of the region under a general UN or OSCE mandate. Given the fact that unauthorized and illegal migration represents a major issue, fueling the rise of xenophobic and authoritarian movements in both Europe and the United States, stemming excessive migration through substantial US and EU development assistance that builds truly sustainable regional peace communities represents a way to prevent these regional conflicts from widening. But it can also more indirectly stem the tide of domestic xenophobic movements that could soon splinter the European Union if not put an end to the present form of American democracy, much as I forewarned in my book, World War Trump. To conclude, both the US and EU need thoroughly to reform their different forms of democracy. They need to implement things like stricter term limits, permit greater degrees of popular participation in governments at all levels. They need to include greater degrees of political power sharing and workplace co-management, among other proposals. Full-fledged transatlantic cooperation can furthermore benefit the European Union and the US to boost their industrial and financial capabilities, strengthen their systems of social security and healthcare, and significantly reduce wealth inequities while concurrently working together to develop a new green infrastructure so as to better tackle the global environmental crisis. The task is formidable, but not insurmountable. Merci beaucoup, Hall. Juste une question, puisque on n'a pas encore employé le mot Afrique dans ce débat et que vous parlez de groupes de contact entre l'Amérique et l'Europe pour notamment construire des stratégies de développement là où c'est nécessaire. Vous avez cité l'Afghanistan. Est-ce que vous voyez l'Afrique comme un terrain de coopération entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique? Rapidement, s'il vous plaît, simplement pour que nos amis africains puissent voir un peu où nous en sommes. Bien,
from a strategic point of view, the Biden administration has already promised some support for the French in the Sahel region. And certainly that's going to be a very complicated crisis to deal with, because it will ultimately mean talking with some of the so-called bad boys, the people who are rebelling in that region. But still, the United States and European Union could work together in Africa to help develop. Africa has so much potential, and if the U.S. and European Union can work together, they can stem the tide of migration to the United States. There are incredible sustainable development projects that Africa can get into. And that's really got to be at one of the top lists of U.S. and European Union relations in the next year. Merci beaucoup. Donc, Olivier Piton, donc avocat en droit public et des deux côtés de l'Atlantique. Un mot d'abord, Olivier, peut-être sur quelle est la perception que peut avoir un Européen qui vit aux États-Unis sur la perception de l'Europe par les États-Unis. On a naturellement été très marqué par cette triste affaire des sous-marins australiens, mais au-delà de ça, on y a toujours le débat alliés, alignés, etc. Comment les États-Unis voient-ils et comment les États-Unis de Biden voient-ils aujourd'hui l'Europe? Tout d'abord, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour votre invitation et merci beaucoup à la Fondation de m'avoir invité et de nous permettre de débattre sur cette première année de la présidence Biden, où il s'est passé beaucoup de choses et sans mauvais jeu de mots, on a un petit peu connu les montagnes russes. Ça n'a rien à voir avec la situation ukrainienne, mais on a quand même connu des hauts et des bas. Et pour répondre à votre question, du point de vue européen, les choses avaient plutôt bien commencé. Comme l'a rappelé Hall avec justesse, la période qui s'ouvrait après la présidence Trump offrait de nombreux espoirs aux Européens quant à une normalisation des relations entre l'Europe et les États-Unis. Et effectivement, un certain nombre de symboles ont été mis en place. Je pense notamment au retour des États-Unis dans la COP21, donc dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou encore la réaffirmation de la nécessité de mettre en place à la fois un multilatéralisme réel, efficace, et deuxièmement, de donner à l'Europe, à l'Union européenne, toute sa place, que ce soit dans le cadre des futurs investissements de l'OTAN ou d'une manière plus générale dans les discussions, ça a été rappelé, avec l'Iran, avec la Chine et y compris avec la Russie, puisque le président Biden a encore rappelé par la voix de son secrétaire d'État il y a quelques jours que l'Europe devait avoir toute sa place dans les négociations dans le cadre de la crise ukrainienne. Donc c'était bien parti. Nous avions eu effectivement le sentiment comme ça a été dit, d'un retour à la normale. Si on regarde la réalité au bout d'un an, la situation est néanmoins plus contrastée. Pour être tout à fait honnête, les Américains ne sont pas seuls responsables, il y a aussi une part de responsabilité du côté des Européens, et je vais y revenir dans un instant. Du côté des Américains, tout d'abord, comme Clémence l'a très bien dit, il y a une sorte de point de rupture qui est la crise afghane, et aux alentours du 20 août, l'évacuation de l'aéroport de Kaboul, qui marque à la fois, premièrement, une surprise de la part des alliés américains présents encore en Afghanistan, je pense en particulier aux Britanniques, qui ont appris extrêmement brutalement le retrait américain, et deuxièmement, par le fait que Joe Biden était prêt à entrer dans une forme de discussion, on va le dire comme ça, avec les talibans qui étaient un petit peu les adversaires honnis d'hier. Donc il y a eu une forme d'incompréhension qui ont, à mon avis, largement contribué à créer une première fracture entre l'opinion publique américaine et Joe Biden, et voire aussi une incompréhension entre Européens et Américains. Le deuxième aspect, la deuxième grande tension, si vous voulez, entre Européens et Américains, et surtout, évidemment, entre Français et Américains, a été l'affaire des sous-marins vendus
du contrat des sous-marins vendus à l'Australie, où les Français ont eu un petit peu le sentiment que leur participation dans le cadre de l'OTAN ne semblait pas les protéger d'une compétition féroce avec nos amis américains quand il s'agissait effectivement de vente d'armes, comme par exemple des sous-marins. Et ça faisait écho aux propos du président Macron qui parlait de l'OTAN comme de quelque chose avec un encéphalogramme plat ou vide. Donc effectivement, ça entrait en résonance et ça crée une autre tension entre Français et Américains. Et donc, on est un petit peu, aujourd'hui, pour répondre à votre question, on est un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a, dans la symbolique, plein d'aspects positifs qui nous font espérer que les relations entre les États-Unis et l'Europe et les États-Unis et la France seront d'abord axé sur un retour à une certaine normalité et sur un positionnement commun sur à la fois l'acceptation du multilatéralisme et d'autre part sur le respect de la parole européenne. Et puis deuxièmement, dans les actes, c'est un petit peu différent. Et comme je le disais tout à l'heure, les Américains ne sont pas le seul responsable. Les divisions des Européens, en particulier vis-à-vis de la Russie, et vis-à-vis de la Chine également, rend aussi la lecture européenne pour les Américains difficile. Et il est compliqué pour l'administration Biden, en dépit de sa bonne volonté, de réussir à lire dans le marc de café et comprendre, ou du moins réussir à satisfaire les différentes demandes des Européens, que ce soit les Européens de l'Est, que ce soit les Allemands, qui ont une relation particulière avec la Russie, ou les Français, par exemple. Donc, c'est une responsabilité un petit peu partagée. Maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin, si vous m'y autorisez, ce qui frappe un Européen qui vit aux États-Unis, moi je vis aux États-Unis depuis 2005, c'est d'abord l'extraordinaire fracture qui touche actuellement la société américaine. Une fracture raciale, une fracture politique et une fracture économique, qui fait d'ailleurs écho aux propos, à la phrase un petit peu choc qu'avait sorti le New York Times et le New Yorker, qui sont deux journaux qui ont été deux journaux extrêmement célèbres aux États-Unis et qui ont tiré la sonnette d'alarme en parlant d'une nouvelle guerre de sécession. Il y a quelques mois, le New York Times et le New Yorker parlaient de nouvelle guerre de sécession. Et effectivement, on a un peu le sentiment, sans aller jusqu'à cette image un peu journalistiquement forte, on a effectivement le sentiment que la société américaine est vraiment extrêmement fracturée. Et pour tout à fait honnête, ça ne date pas de Joe Biden, même si Joe Biden, malheureusement, n'a pas réussi, durant sa première année de mandat, à calmer, soigner le mal américain. Pour vous donner un simple exemple, Joe Biden a le taux d'approbation dans son propre électorat parmi les plus élevés. Il est à 87% d'opinion favorable parmi les démocrates. Et il est dans le même temps celui qui obtient le taux d'approbation le plus faible dans le parti d'opposition, où il est actuellement populaire à hauteur de 3% chez les républicains. Pour rappel, Donald Trump était à 7% à la même époque, au bout d'un an de mandat, dans l'électorat démocrate. Donc le taux d'opposition chez les républicains à Joe Biden est plus de 2 fois inférieur à ce qu'était la situation de Donald Trump vis-à-vis des démocrates au bout d'un an de mandat. Deuxième élément, depuis la crise de Kaboul, la cote de popularité de Joe Biden ne cesse de baisser. Elle était à plus de 60%, comme l'a rappelé fort justement Clémence. Elle est aujourd'hui en dessous des 38% et elle continue régulièrement à baisser. C'est pas forcément très juste. Il y a une part d'injustice dans ce qui se passe, mais en tout cas, la fracture, je vais y revenir dans un instant, mais en tout cas, la fracture politique, elle est réelle. Elle est réelle entre les républicains et les démocrates. Elle est réelle entre géographiquement les côtes qui sont traditionnellement plutôt favorables aux démocrates et le centre du pays et les zones rurales qui sont véritablement aujourd'hui très opposées aux démocrates. On a eu un exemple frappant dans la Virginie, dans laquelle je suis à l'heure actuelle, où il y a eu les élections du gouverneur il y a environ un mois. La Virginie était quasiment devenue un État
bleu, c'est-à-dire un État démocrate. Et l'élection qui s'est déroulée le mois dernier, il y a un peu plus d'un mois, a totalement changé la donne avec la victoire d'un gouverneur républicain, Glenn Youngkin, qui était sur des positions assez proches d'ailleurs de Donald Trump, et une carte de la Virginie qui a viré au rouge, le rouge étant la couleur des républicains. Donc on s'attend du côté des démocrates comme du côté des républicains à des élections intermédiaires qui vont être extrêmement pénibles, extrêmement difficiles pour le pouvoir sortant, qui a pour l'instant une petite majorité dans la Chambre des représentants qu'il risque de perdre, très probablement, et une majorité d'une voix au Sénat, celle de Kamala Harris, qui est de fait la présidente du Sénat, et qui risque effectivement de basculer du côté des républicains, ce qui rendrait toute velléité de réforme pour les années qui viennent des démocrates quasiment impossible. Voilà. C'est injuste parce que Joe Biden peut se targuer d'abord d'avoir réussi à, en dépit de cette difficulté à trouver une majorité parlementaire, à faire passer 2 plans de relance publique extrêmement importants. Le premier signé en mars dernier de 1 900 milliards de dollars qui était destiné dans un premier temps à soutenir les ménages qui étaient frappés par le Covid, mais à mettre en place également une rénovation des infrastructures américaines. Et puis un deuxième plan encore plus ambitieux, le fameux Build Back Better, reconstruire encore mieux, qui lui, comme ça a été dit, était à hauteur de 2 300 milliards de dollars. Donc on imagine les sommes absolument considérable et qui était effectivement un plan extrêmement ambitieux qui allait de l'amélioration ou du moins du développement des écoles maternelles pour tous jusqu'à des crédits d'impôt pour essayer de réduire les émissions à effet de gaz. Et honnêtement, ces plans étaient extrêmement ambitieux, difficiles à faire adopter. Joe Biden l'a fait adopter. Comme l'a dit Clémence fort justement, le troisième volet, le volet vert, le volet qui devait permettre de lutter contre le réchauffement climatique, lui, en revanche, n'a pas réussi à obtenir une majorité, en tout cas pour l'instant, du fait d'ailleurs principalement de l'opposition centriste chez les démocrates et en particulier du désormais fameux sénateur de Virginie occidentale, Joe Manchin. Donc on a un Joe Biden qui a poussé son avantage parlementaire au maximum avec un certain succès et qui a réussi à faire passer 2 plans. Ça, c'est sur les côtés positifs. Pour les d'autres côtés positifs, on peut parler quand même, il faut le rappeler, de la formation du gouvernement de Joe Biden. Ça remonte à 1 an, mais ça vaut le coup d'en dire un mot. C'était un gouvernement qui se voulait représentatif de l'ensemble des minorités et des communautés qui habitent aux États-Unis. On a eu, par exemple, des Afro-Américains beaucoup plus en importance dans le gouvernement, des Amérindiens, des transsexuels. On a eu effectivement la volonté, un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé au Canada avec Justin Trudeau, d'avoir un gouvernement qui était plus représentatif de la diversité de la nouvelle société américaine. Et puis, il y a malheureusement les côtés négatifs, j'en ai un petit peu parlé. Sur la fracture politique, il faut aussi parler de la fracture raciale. Joe Biden n'a pas réussi à régler, à soigner la fracture entre la population blanche qui, mis à part dans les villes, se sent encore extrêmement rejetée, qui est actuellement victime d'une augmentation assez exceptionnelle des problématiques de drogue qui la touchent, et en particulier avec les opiacés qui créent des dizaines de milliers de morts et qui aujourd'hui continuent, on l'a vu en Virginie d'ailleurs, à être en désaccord profond avec, je parle de la partie rurale, de la politique de Joe Biden. Donc, il y a effectivement un discours je dirais, de réconciliation qui, pour l'instant, n'a pas été à son terme du côté de Joe Biden. Il y a également, du côté des Français et du côté des étrangers, des Européens, malgré tout, il faut en parler, en plus de la crise des sous-marins, on a eu l'affaire avec le Covid de la non-ouverture ou de l'ouverture extrêmement tardive des frontières américaines aux ressortissants, notamment européens, quasiment 6 mois après l'ouverture par les Européens des frontières aux Américains, ce qui a
considérablement créé une sorte d'incompréhension du côté des Européens et en particulier des expatriés européens qui vivent aux États-Unis. Je peux en parler. L'incompréhension tenait au fait que les Européens avaient ouvert leurs frontières aux ressortissants américains et que les Européens espéraient une contrepartie qui est advenue beaucoup plus tard, à partir du mois de novembre 2021, ce qui est extrêmement tardif. Mon cher maître, est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît, assez vite? Je vais terminer en passer les 15 minutes. Je vais terminer en un mot. La situation des 1 an de Joe Biden est en fait, d'une certaine manière, à la croisée des chemins. Nous avons eu des avancées en termes de symboles. Il faudra maintenant en faire beaucoup plus sur l'action et nous en sommes actuellement encore loin avec une Amérique extrêmement fracturée et divisée. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher maître, de cette vision intéressante parce que elle est complètement à la fois européenne et américaine et avec beaucoup d'arguments. Je vous en remercie beaucoup. La question qui nous est posée peut-être maintenant, c'est dans ce contexte très incertain, un des auditeurs dit: est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'Amérique de l'après-Trump, ce n'est plus la même Amérique que celle qu'on avait connue avant? C'est une Amérique incertaine, assez égoïste et centrée sur ses intérêts, mais surtout qui connaît des difficultés et des fragilités énormes et qu'on n'est pas sûr de la pérennité de la démocratie en Amérique. Ce qui d'ailleurs est assez préoccupant parce que les régimes autoritaires répandent un peu cette idée que les démocraties sont fragiles. Et de ce point de vue-là, qui a le Capitole n'a pas de leçon à donner à qui a les gilets jaunes. Et qu'au fond, on voit bien qu'il y a une fragilité collective. Et donc là, je voudrais vous interroger, notamment avoir l'avis de Clémence, d'abord sur cette fragilité américaine. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'Amérique n'a pas les pieds trop fragiles pour ses ambitions multilatérales et si elle ne s'expose pas à des grandes déconvenues face à des adversaires dont on mesure la détermination? Clémence, rapidement s'il vous plaît. Oui, je partage tout à fait ce constat. Les États-Unis sont dans une période très fragile. Je pense que cette fragilité a existé bien avant Trump, mais Trump a réussi à exacerber ces fragilités et 1 an de Biden, ce n'est pas suffisant pour les réparer. Les enjeux actuels, c'est est-ce que les États-Unis pourront renouveler leur démocratie? Et je pense que cette question est une question profondément politique et les élections du midterm vont être très déterminantes. Je pèse mes mots lorsque je dis que ces élections sont existentielles pour ce pays. Car sans un plus grand mandat politique, Joe Biden sera paralysé pendant les 2 dernières années de sa présidence. Et les Américains veulent ou ont besoin actuellement d'un gouvernement qui peut gouverner, chose qui n'a pas été faite pendant les 4 années de Trump. Et sans cette gouvernance, on va droit, effectivement, je pense, je partage l'avis de M. Piton, on va droit vers la crise, une crise très, très profonde. Donc, les enjeux sont massifs, mais je pense que l'électorat américain, on ne peut pas sous-estimer à quel point l'électorat américain et surtout l'électorat démocrate restent mobilisés. Alors oui, on a eu une énorme surprise en Virginie en novembre dernier, mais je pense que les dés ne sont pas encore lancés pour les midterms. Merci beaucoup. Hall, nous sommes là dans cette vision où la démocratie, les situations sont existentielles, dit Clémence, mais au fond, elles sont existentielles aussi en Europe, car au fond, nos démocraties ne sont pas forcément plus fortes. Et on a vu que Joe Biden avait proposé un front des démocraties. On voit bien que là, il y aurait un intérêt. Le problème, c'est que le front des démocraties, il a été présenté contre la Chine, alors qu'il faudrait plutôt le présenter pour
défendre les démocraties, faire le choix des bonnes pratiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde, on n'a pas de discussion sur l'avenir de la démocratie avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec Israël, l'Europe, les États-Unis. Enfin, il y a des démocraties partout, mais on ne réfléchit pas à la pérennité, au renforcement de notre modèle, alors que les régimes autoritaires expliquent partout, notamment en Afrique, que nous sommes aujourd'hui dans une situation presque d'échec. Alors, est-ce qu'il serait possible, Hold, d'envisager une coopération au niveau des démocraties, non pas contre les autres, mais pour renforcer les principes démocratiques? Yes, thank you, Prime Minister. That's one of the themes of my book. I think it's most important for democracies to start practicing what they preach and not point the finger at the faults of authoritarian regimes in all occasions. I think if we don't practice what we preach, then we open ourselves up to the criticisms of authoritarian regimes. So one of my proposals has been to limit, for example, the presidency to one term. This was a proposal that's actually historical in American democracy, but Jimmy Carter was the last president to bring it up, and that a president should serve just one 6-year term. And that would provide greater alternates with the presidency. You wouldn't be fighting to see what the president would do to win the second term. That's where we're in the situation now with Biden. We'd have new alternatives. That's just one possible reform. But my view is the democracies themselves can't rest the way they are. They really have to look at the way that we can develop more participation of the general public, which unfortunately in 19 states in the United States is being limited as much as possible. So that's already an issue. But also more political cooperation between parties. And I've suggested in the book some ways to change our voting systems so that we have more options to choose from. One example, here's a concrete example. What is democratic about winning 51% versus 49%? It makes no sense, particularly when you have options. You can have a range of options. And yet when we do majority rule, we eliminate a whole range of options in our voting procedure. So I mentioned this in the book as a way to start rethinking the way we make decisions and create new voting systems. So there's a lot of things I can go all night on the topic, but really we need to reform our own systems, and we need to really practice what we preach rather than trying to tell the world to democracy. Ce qui est assez intéressant dans cette réflexion, c'est que dans une situation géopolitique différente, dans une situation démographique, économique différente, nous en arrivons quasiment aux mêmes réflexions pour la société française, où dans notre fondation, nous pensons que la violence aujourd'hui naît du manque de légitimité, et c'est la légitimité qu'il faut chercher toujours à renforcer. Je vais laisser la parole maintenant à l'ambassadeur Serge de Gallet pour qu'il puisse nous dire quelles sont les expressions de nos amis participants aujourd'hui rassemblés. Merci beaucoup. Beaucoup de questions, une grande inquiétude sur l'avenir des États-Unis. Il y a naturellement la division profonde de la société américaine et certains participants mentionnent le wokisme qui fait qu'il y a une montée aux extrêmes des deux côtés, si ces mots ont un sens aux États-Unis, d'une extrême gauche, d'une extrême droite, et donc un dialogue rendu impossible. Deuxième remarque pour susciter vos réactions, c'est que, bien sûr, une interrogation sur l'avenir des États-Unis, la nécessité de réformes et le fait que Joe Biden est en fait un politicien qui a ses qualités,
mais qui n'aurait pas les qualités d'un leader qui doit être charismatique pour dépasser les contradictions de la société américaine. Et donc, est-ce que Joe Biden, c'est le right man in the right place dans la vie politique américaine d'aujourd'hui? Autre question, c'est sur la relation avec la Turquie, c'est pour Paul. La Turquie appuie l'Ukraine, la Turquie veut se poser en médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Malgré cela, la Turquie essuie un refus, sinon une rebuffade, de l'administration américaine, et ceci suscite des questions. Un de nos participants estime qu'en bon joueur d'échecs, Vladimir Poutine joue à la dégradation de la situation et à la démonstration des limites de la puissance américaine pour favoriser le retour de Trump, en administrant la preuve que Biden n'est pas l'homme de la situation. Alors, c'est une supputation d'un des participants. Et enfin, dernière question qui a été évoquée dans les débats, et un certain nombre de questions ont déjà reçu des réponses, et donc je ne les réitère pas, c'est naturellement l'attitude de l'Europe. L'Europe, bon, avec Trump, a eu la preuve que les États-Unis ne peuvent être un partenaire complètement fiable. Les élections de novembre prochain vont peut-être aboutir à une présidence boiteuse et un retour de Trump ou d'un républicain qui n'aura pas les excès de Trump, mais qui sera quand même une incarnation d'une position assez dure. Donc, la question qui là s'adresse spécifiquement à Jean-Pierre Raffarin, c'est que peut et doit faire l'Europe face à cette situation et face aux perspectives d'une Amérique qui n'est plus l'Amérique que l'on a connue il y a 20, 30 et 40 ans. Voilà les questions de nos… Merci beaucoup, Serge. Alors, je vais d'abord interroger Olivier Piton sur le wokisme et sur ce vent nouveau qui souffle aux États-Unis. Est-ce que cette mode, cette idéologie, cette vision de l'avenir est transposable en Europe? On voit aujourd'hui quelques signes que oui, mais est-ce que ça peut être profond, comme ce fut le cas dans le passé d'autres mouvements d'idées? Et comment est perçu aujourd'hui le wokisme? Est-ce que c'est un mouvement dont le prosélytisme fait partie du projet? C'est une vraie question, et le premier point sur lequel il faut revenir, c'est d'abord la définition du wokisme, et personne n'est véritablement en mesure de donner la même définition de ce mouvement, qui est un mouvement réel, en tout cas aux États-Unis, et qui, comme vous l'avez dit, effectivement a tendance à venir également en Europe. En un mot, il y a eu un phénomène que tout le monde… Comment on le définit aux États-Unis? Comment on le définit, le wokisme? Justement, la première manifestation véritable du wokisme, au moment où il s'est véritablement exprimé à la fois aux États-Unis et mondialement, ça a été la mort, l'assassinat de George Floyd. C'est à ce moment-là que des mouvements aux États-Unis sont apparus en dénonçant un racisme systémique, en dénonçant le fait que la population noire, ce qui est une réalité, il y a véritablement un problème avec les Afro-Américains aux États-Unis, une situation qui n'est pas forcément réglée et qui continue à hanter l'imaginaire, le subconscient américain. De là, un certain nombre de groupes plus radicaux en ont profité pour, comment dirais-je,
pour émettre la théorie que le racisme était un racisme systémique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il était directement lié à l'appareil même d'État américain. Et de là, les dérives sont arrivées extrêmement vite, c'est-à-dire que la forme du racisme systémique a d'une part totalement est devenue une sorte de mot d'ordre contre les conservateurs qui s'opposaient aux progressistes et qui, d'une certaine manière, apposaient le nom de wokisme à tous ceux qui tentaient effectivement d'avoir une position ou une réflexion sur le racisme. Donc vous aviez d'un côté des gens qui refusaient le débat en disant « vous êtes des woke », quoi que vous fassiez, puisque en fait, c'est le plus sûr moyen de mettre en échec tous ceux qui se réclamaient du progressisme. Et de l'autre côté du spectre, il y a des gens qui sont allés beaucoup plus loin et qui, du racisme systémique qu'ils ont théorisé, ont défini qu'au bout du compte, puisqu'il y avait un racisme systémique, il y avait des racistes systémiques, et que les racistes systémiques étaient en fait identifiés, c'était les populations blanches, parmi les populations blanches, plutôt les hommes, et parmi les hommes, plutôt les hommes hétérosexuels, et parmi les hommes hétérosexuels, plutôt les hommes hétérosexuels de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on est allé dans une dérive des deux côtés. Et ce qui est frappant, c'est que peut-être pour la première fois depuis la fin du communisme, on est absolument incapable de se parler. C'est-à-dire que les positions sont tellement antagonistes qu'à l'heure actuelle, les uns comme les autres se jettent des anathèmes à la figure, refusent de discuter et surtout, et c'est là peut-être que c'est le pire, c'est que considère dorénavant l'autre comme le mal absolu. On est sorti du cadre du débat et de l'opposition pour entrer dans le cadre de pratiques presque religieuses, de propos tels que excommunication et refus absolu parce qu'il faut combattre le mal. Donc je termine là-dessus. Simplement, le wokisme aujourd'hui est une formule très nébuleuse qui, en fait, contribue encore à cliver, à séparer et à fracturer la société américaine, et pas seulement la société américaine d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est très clair, Maître Piton. Clémence, je voudrais vous interroger sur la stratégie que peuvent avoir les États-Unis quant à l'union en Europe. On voit bien que l'Europe est menacée de déconstruction avec le Brexit, avec des conflits à l'Europe de l'Est, un certain nombre de difficultés. On voit bien qu'il n'est pas forcément très difficile pour les Américains de jouer la division de l'Europe, puisqu'au fond, on le voit bien sur les questions de défense, beaucoup de pays aujourd'hui sont très attachés à la relation avec les États-Unis plus qu'à la relation avec l'Union européenne. Donc il y a naturellement pour les États-Unis une possibilité de jouer les divisions de l'Europe. Mais quel serait le monde si l'Europe était divisée, si l'Europe sortait de l'histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe disparue, affaiblie, peu existante, permettrait aux États-Unis de rayonner face à la Russie, face à la Chine, face à l'Afrique naissante, face à l'Iran, etc. Est-ce que la conscience de l'importance de l'union de l'Europe est aujourd'hui quelque chose qui existe aux États-Unis? Monsieur le Premier ministre, vous posez cette question à une Américaine qui a grandi en France et scolarisée dans l'enseignement français, où l'Europe, j'ai grandi avec l'Europe, la représentation de l'Europe comme un idéal et une façon d'organiser une société pour finalement mettre fin aux terribles guerres. Donc, c'est pour ça que votre avis est pertinent dans la façon dont je vais répondre à cette question. Mais je pense que tout à l'heure, la liaison entre la crise démocratique aux États-Unis et la crise européenne a été faite, et elle a été assez intéressante. Et juste avant de répondre à votre question, je voulais rebondir, et c'est analogue à ce que vous m'avez demandé, mais à une réflexion de Hal Gardner sur un peu la réforme institutionnelle au sein des démocraties. Et juste pour vous dire qu'au niveau du Sénat américain, où le pays est divisé 50-50, les 50 démocrates représentent 40 millions de personnes de plus que les 50% de républicains. Et
Et dans ce nombre, on voit vraiment la dysfonction et un peu la source de la dysfonction américaine, c'est cette démocratie qui n'est plus forcément si représentative. Alors, pour revenir à votre question sur l'Europe, je pense que la réponse est très simple. C'est l'Europe et les États-Unis dans ce monde si incertain avec non seulement, on a beaucoup parlé de la Russie, mais aussi la menace du changement climatique qui est vraiment la menace existentielle internationale auquel on est confronté. L'Europe et les États-Unis sont des forces, des multiplicateurs de puissance naturelle les uns pour les autres. Et je pense que malheureusement, peut-être parfois, les États-Unis sont encore dans cette mentalité un peu de Kissinger qui a demandé l'Union européenne, très bien, mais quel est le numéro de téléphone? Qui est-ce que j'appelle? Et je pense que peut-être que cette question n'a pas forcément été entièrement résolue dans l'image des Américains, mais la dissolution de l'Union européenne n'est absolument pas dans l'intérêt des États-Unis, bien au contraire. Et je pense que d'ailleurs, la vue du Brexit, la façon dont surtout les démocrates ont vu le Brexit aux États-Unis, ça a été vraiment vécu comme une catastrophe pour le monde démocratique et l'avenir économique finalement de la planète. Donc, je m'arrête là, mais je pense que l'intérêt des Américains à une dissolution de l'Union européenne n'est absolument pas, n'est pas présente. Bon, c'est forcément notre avis. Quand on a un couple ami, il ne faut pas chercher à le diviser. Et c'est notamment ce qui se passe, par exemple, aussi en franco-allemand. On va voir avec les commandes d'avion, on va voir avec un certain nombre de sujets qu'on peut croire qu'à court terme, les Américains peuvent être vainqueurs en gagnant telle ou telle action, mais à long terme, si l'Europe sort de l'histoire, les Américains ne seront pas évidemment gagnants. Je voudrais demander à Hall maintenant, notamment en fonction de ce qui a été dit par nos participants, comment sont hiérarchisés les grands dossiers actuellement, par exemple l'Ukraine par rapport à Taïwan ou l'Ukraine par rapport à l'Iran. Comment se présente un peu le plan de travail d'Anthony Blinken aujourd'hui et quelles sont les priorités? Well, I think the first priority is Ukraine at the moment. This situation is potentially getting out of hand, and really, I really think they have to rethink the whole relationship. But I really believe it's hubris that's preventing the compromise. Well, what does Putin want? He wants to go back to the 1997 agreement that NATO had written. They had the NATO-Russia Founding Act. That founding charter outlined the way that NATO could expand, but with Russian participation. The Russians felt left out from the very beginning when the war over Kosovo took place in 1999, just as NATO was expanding. So finding a way to bring the Russians back in is the crucial problem. If that's possible, then we can resolve the Ukrainian situation, as I said, by forming a neutral Ukraine. But as long as NATO, we have this hubris that we have to expand NATO, then we're not going to get a resolve. We're two trains just about to wreck. And this is what really scares me. And to bring that into the conversation about domestic divisions, I find it highly ironic that, for example, in the Senate, the vote for the National Defense Authorization Act was something like 89-10. All the Democrats and Republicans were favor for this massive bill, and it wasn't quite as close in the Senate, but it was pretty close. So this is what I'm saying, that we are unifying the country through militarism. This is not a way to resolve our problems. We need to talk. Republicans and Democrats need to talk to each other, but they're not doing that on the domestic level, but they are on the international level in pointing their finger at Russia, China, and Iran. And this is where the Europeans have to
try to calm the situation and play an intermediary between the Americans, the Russians, the Iranians, and the Chinese. That's really so crucial that Europe stands up and says, look, American policy was a disaster in Iraq. It was a disaster in Afghanistan. We need an alternative approach to Ukraine, Iran, and Taiwan. And the Iranians, the Europeans have been consistent on Iran. It's Trump that moved us away from the original Iran nuclear accord. And now Biden's trying to rebuild that. But Biden needs to rebuild the same kind of multilateralism vis-a-vis Ukraine and Taiwan. Merci beaucoup, Hall. Nous voyons que votre livre va être très important parce que à la fois une réflexion de gouvernance mondiale avec votre culture américaine et votre esprit d'ouverture, je dirais, de paix, fait que vous allez pouvoir donner des éclairages extrêmement significatifs et nous vous en remercions beaucoup. Votre dernière réflexion sur l'axe militaire unificateur est quelque chose qui nous préoccupe évidemment beaucoup quand on voit cette course aux armements qui est reparti partout et quand on voit que les consensus se font sur les logiques de l'armement, on voit bien que le terme de cette logique-là, c'est la logique de la guerre. À un moment ou à un autre, les lobbies étant ce qu'ils sont, les finances étant ce qu'elles sont, les pressions sur l'opinion publique étant ce qu'elles sont, les menaces des uns et des autres, les conflits régionaux, mais aussi plus importants, on voit bien le risque qui est aujourd'hui posé partout. Et donc, on attend votre livre, cher Hall Gardner, très rapidement et la Fondation est vraiment heureuse d'avoir fait ce travail, enfin, de vous donner la possibilité de votre travail, de valoriser votre travail pour faire réfléchir un peu la pensée. Je voudrais répondre à la question qui m'est posée sur la question européenne, comment traiter la question. Je dirais d'abord que l'Europe a découvert d'une certaine manière avec cette pandémie qu'elle était dans une situation de souveraineté insuffisante. Quand on a vu que pour le mal de tête et comme un certain nombre de petits virus, nous avions besoin de paracétamol et que nous étions dépendants de la Chine. Et puis on s'est aperçu comme ça qu'avec des sujets extrêmement concrets, que la souveraineté était aujourd'hui extrêmement fragile. Et donc, le commissaire Breton, l'ensemble des commissaires européens se mobilisent pour reconquérir de la souveraineté et aussi, naturellement, avoir des partenariats, puisque la souveraineté intégrale est impossible, puisque nous sommes complètement interdépendants des uns ou des autres. Nous ne pouvons pas être alignés sur les États-Unis simplement quand ils nous demandent d'être en tension et de boycotter la Chine. Nous voyons bien que nous avons besoin du marché chinois, nous sommes alliés des Américains, mais nous avons besoin naturellement des marchés chinois pour les entreprises françaises. Et donc, nous avons là, évidemment, des partenariats avec la Chine, mais en aucune façon, ça veut dire que nous adhérons politiquement au système mis en place par la Chine. Nous sommes, l'Union européenne le dit, des rivaux systémiques avec la Chine. Mais nous avons besoin d'un équilibre entre nos différents partenariats. C'est un peu un retour à la pensée gaulliste. On doit pouvoir parler avec la Russie, on doit parler avec nos alliés, évidemment les Américains, et on doit parler avec la Chine et plus généralement avec l'Asie. Moi, personnellement, et c'est une des propositions qui sera dans notre prochain almanach qui sort bientôt aussi de la Fondation Prospective et Innovation, sur la stratégie que nous proposons, et nous proposons, disons, une souveraineté solidaire. Solidaire avec les États-Unis parce que nous sommes des démocraties et nous sommes solidaires sur l'avenir des démocraties. Et là, nous acceptons le leadership des États-Unis qui nous ont démontré qu'ils étaient une grande démocratie et qu'ils connaissent aujourd'hui des fragilités, mais tout le monde a des fragilités et il faut défendre les démocraties. Donc, je crois que ce front des démocraties qui a été proposé par Biden, c'est quelque chose qui est très important et que nous devons y travailler, sans pour cela bâtir ce front
contre les autres, mais au contraire pour qu'on puisse travailler avec des légitimités plus fortes, en nous inspirant des bonnes expériences, en allant voir si en Israël, ça au Japon, ça en Allemagne, ça ailleurs, pour essayer de discuter sur les meilleures méthodes pour avoir cette légitimité. N'oublions pas que quand la violence augmente, c'est la politique qui recule. Et puisque la violence augmente, il nous faut renforcer la légitimité de la politique pour combattre la violence. Ça, c'est un grand chantier des démocraties et ça se fait et ça doit se faire avec les Américains. Mais de l'autre côté, il nous faut un gros dossier aussi avec l'Asie. Nous avons notre gros dossier avec les Américains et beaucoup de choses comme l'OTAN, etc. Et puis avec l'Asie, nous avons un certain nombre de sujets importants. Moi, je vois un sujet qui est très important, c'est le développement de l'Afrique. Car il ne faut pas croire qu'on pourra avoir une Europe qui sera heureuse si l'Afrique est malheureuse. Et nous voyons bien qu'il y a 1 milliard de jeunes Africains à intégrer. Il nous faut, je crois, avec l'Afrique, une stratégie multilatérale de développement. Et là, il se trouve que la Chine est motivée, mais aussi que l'Inde est motivée, que le Japon aussi est motivé. Et avec l'Europe et l'Afrique, naturellement, nous pouvons sans doute essayer, avec tous les autres qui le souhaiteraient, mais de participer à ce développement de l'Afrique qui est une condition de l'équilibre du monde. Et c'est pour ça que je crois que globalement, nous pouvons trouver un gros dossier politique prioritaire avec nos amis américains et un dossier aussi politique et très stratégique avec nos amis d'Asie pour pouvoir faire en sorte que notre souveraineté soit une souveraineté solidaire, non pas une souveraineté qui s'isole, mais une souveraineté qui construit des solidarités. Et on a une solidarité à bâtir avec l'Asie, c'est le développement de l'Afrique, et on a une solidarité à défendre avec les Américains, c'est, je dirais, l'avenir de la démocratie. Voilà, c'est une méthode de travail qui nous a conduit à avoir ça après de nombreux échanges, à cette vision, mais naturellement elle est discutable et d'autres il y en a pas. Ce qui est très important, c'est ce qu'a dit Hall Gardner tout à l'heure, c'est de pouvoir se parler et de pouvoir essayer de construire ensemble une perspective d'avenir. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous ne pouvons pas envisager le repli sur soi comme stratégie, car naturellement, tout ça conduira au pire des difficultés, aux égoïsmes. On a bien vu que cette pandémie, par rapport à la crise de 2008 née aux États-Unis, où on a vu le multilatéralisme progresser, je me souviens du G20 au niveau des chefs d'État, qui était une initiative. Or, on a vu avec la pandémie, au contraire, que ce virus était un virus qui se moquait des frontières, mais qui imposait aux frontières leur propre politique et derrière chaque frontière, chaque pays avait sa propre logique. Le multilatéralisme a reculé et donc il faut réfléchir à cette gouvernance mondiale. Donc, en attendant vos travaux, mon cher Hall, et je voudrais vous remercier de votre participation, dire à Clémence Landers que son intervention nous a beaucoup intéressés, particulièrement claire. Quant à Olivier Piton, le fait d'avoir cette double culture en permanence et d'être avocat des deux côtés de l'Atlantique nous donne justement ce dont nous avons besoin, c'est la juste mesure des choses et le respect des deux camps, car sans respect, il n'y a pas de diplomatie. Merci à nos orateurs, merci à nos panélistes, merci à toute l'équipe de la Fondation Prospective et Innovation avec notamment Serge Degallet. Pour tous ceux qui veulent revoir les anciens webinaires, tout cela est à votre disposition sur le site. Vous pouvez suivre les activités de la Fondation comme vous le souhaitez. Nous sommes partenaires pour réfléchir ensemble. Merci à tous.